the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Bonjour, bienvenue à tous sur ce 13e podcast qui sera essentiellement centré sur le trailer numéro 2 du Hobbit. Pour animer cette émission, je suis en présence de Marie. Bonjour. De Julie. Allô. De Louis. Salut. De Florian l'original. Bonjour à tous. De Tayeb. Hello. De l'alter ego suisse de Florian, donc Florian Gonzalez. Bonjour. Et de 3 petits nouveaux, donc à savoir Benjamin. Bonjour à tous. Adrien. Salut tout le monde. Et Quentin. Salut. Alors, pour les petits nouveaux, vous allez devoir vous plier à la question rituelle des présentations. Donc, Benjamin, je te laisse commencer. Donc, bonjour, Benjamin, 35 ans, région parisienne. Que fais-tu dans la vie, mon cher Benjamin ? Mon travail, je suis dessinateur-projeteur pour l'entreprise du métro parisien. Alors, Benjamin, comment as-tu découvert l'univers de Tolkien ? C'était en 99, dès que j'ai su que le film allait être tourné par Peter Jackson. J'avais entendu parler du livre, mais un ami à moi qui était féru des rues de fantasy m'avait dit « Oula, c'est quand même le pavé qui est quand même assez indigeste », donc j'étais pas trop chaud, mais quand j'ai vu qu'ils allaient en faire un film, ça m'a motivé. Donc j'ai lu forcément Le Seigneur des Anneaux en entier, je suis allé voir les films, c'était quand même une bonne claque, j'ai vraiment apprécié l'adaptation. Et après, s'en est suivi Bilbo le Hobbit, le livre, ensuite la bande dessinée aussi, d'une personnellement, puis après pour le faire découvrir à mes enfants. Et après, le Silmarillion, et bientôt les enfants de Houline. Adrien, à ton tour, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans. Je vis actuellement sur Valence et je suis géomaticien de profession. Pour la partie donc Tolkien, donc comment as-tu découvert son univers ? Moi j'ai découvert Tolkien en 1999 comme Benjamin, avec la lecture de La Communauté de l'Anneau. Et c'est à partir de 2001, en ayant vu donc La Communauté de l'Anneau au cinéma, que j'ai commencé à me passionner pour l'univers de Tolkien. Et depuis, donc, j'ai lu le Silmarillion, Les Contes et légendes inachevées, le livre des Contes perdus. Et là, actuellement, je suis sur les étymologies de Tolkien aussi. C'est une lecture assez exhaustive quand même. Enfin, finalement, Quentin, à ton tour. Moi, c'est Quentin, 17 ans, je suis lycéen. Et pareil, comment as-tu découvert l'univers de Tolkien ? Moi, forcément, j'étais plus jeune, donc j'ai surtout découvert d'abord les films. Une fois que j'ai vu le premier film, je me suis lancé dans les lectures. Et là j'ai les seuls livres qui me manquent pour parfaire ma collection, c'est Révérendum et Les Contes du Beleriand. Au sommaire de cette première partie du podcast, vous retrouverez le tour de l'actu, avec le premier visuel de Thranduil. La couronne a fait parler d'elle, ses sourcils ont fait parler d'eux, la tenue même, la pose qu'il prend est un peu parfois suggestive pour certains. Les produits dérivés. Encore un peu petite, cette image est de mauvaise qualité pour donner un avis précis. On aura sûrement un visuel de Toriel dans les mois à venir. Une version alternative du journal de production numéro 8. Cette vidéo qui a été postée d'abord en priorité sur Allociné, ça a vraiment été un gros cafouillis de la part de la Warner parce qu'en fait, c'est des images qui ne devaient pas être diffusées au grand public. Nous passerons ensuite à l'analyse du trailer numéro 2 avec Dol Guldur. Ça correspond bien à la scène qui avait été décrite pendant la Comic-Con où en fait Gandalf est poursuivi par Thrain et ça va enchaîner directement en fait sur le combat Thrain-Gandalf qu'on voit dans le trailer numéro 1. Cul-de-sac. Dans cette scène, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'ils ont respecté le bouquin énormément. Il y a les instruments de musique, ça va vraiment être une scène. Il manque plus que les ronds de fumée. La scène des trolls. Les trolls, on arrive quand même à manger des hobbits ou des nains ou tout ce qui peut passer d'humanoïdes. On peut pas non plus imaginer qu'ils aient trop un aspect justement humain et intelligent. Il faut qu'ils aient gardé ce côté bestial. Imladris. Peter Jackson a complètement abandonné les maxi-turnes.
Moi, je trouve que ça contribue un peu à l'aspect féerique, intemporel des lieux, alors que certaines personnes, en fait, ont parlé de quelque chose de trop lisse, trop parfait, etc. Radagast. Ou alors Sur ces la lapins vont puissance. prendre sa défense. Les lapins vont attaquer les araignées. Il y aura un Les combat hérissons, lapin-araignée. Il va Ça va balancer être des un- hérissons. Monstrueux. Attention. Et enfin, l'ascension des monts brumeux. Pour toi, ce serait un tirami, Benjamin? Oui, ce serait ça. Ce serait... Oups, excuse-moi, C'est amical. je voulais pas te faire mal. Alors, pour débuter notre podcast, nous allons procéder à un petit tour de l'actu, avec notamment le premier visuel de Thranduil qui a été révélé récemment. Je voulais déjà connaître votre avis sur ce premier visuel. Eh ben, si je peux commencer. Apparemment, il y a quand même beaucoup d'encre qui est tombée par rapport à une certaine photo, celle où il tient son épée un peu de biais, avec son regard soi-disant de braise. La couronne a fait parler d'elle, ses sourcils ont fait parler d'eux, la tenue même, la pose qu'il prend est un peu parfois suggestive pour certains, mais on ne peut pas non plus tout de suite critiquer le personnage tel qu'il est. Si on s'en tient juste à l'aspect physique, la couronne, bon, je trouve que c'est assez original parce que ça change un petit peu des couronnes habituelles que nous avons. Et bon, la coupe de cheveux, les cheveux blonds, les sourcils bruns, ça fait extrêmement penser à, bien sûr, son fils Legolas. Peut-être que, en effet, les sourcils sont un peu épais, mais on va dire que c'est juste une photo. Après, la tenue, est-ce que c'est une tenue d'apparat? Est-ce que c'est une tenue de guerre? Ça m'étonnerait parce que ça manque un petit peu de protection, tout ça. Okay. Faudrait voir dans le film. Je pense qu'il faut peut-être pas non plus trop l'assassiner parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui lui sont tombés dessus, ne serait-ce que par cette photo. Attendons de voir, après tout, ce n'est qu'un seul visuel. Je pense qu'on a assez partagé dans la rédaction, mais par exemple, je pense que Adrien est d'un autre avis, il a tout autre avis. Oui, tout à fait. Ouais. Bah moi je l'ai trouvé très efféminé. Alors, en voyant Thranduil, je me suis dit mais c'est une nouvelle Miss France qui se présente pour le concours de la fin de l'année. Enfin, je me suis posé cette question-là et il m'est venu en tête la musique d'Helmut Fries là, Miss France. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc ma première impression elle reste négative. Après comme Benjamin, j'attends de voir le film pour me faire une idée et peut-être qu'il aura une autre tenue et une posture plus guerrière et un peu plus si on fait virile. le parallèle avec Celeborn dans Le Seigneur des Anneaux, il est quand même assez maniéré quand il se présente avec Galadriel. À la base, c'est plutôt un magicien plutôt qu'un guerrier, Thranduil, donc c'est un peu normal qu'il ait pas une posture de Golgoth. Non, moi c'est pas la position. Franchement, perso, moi ce qui m'a choqué, alors c'est la tunique un peu à paillettes qui fait penser un peu à un drag queen. On va dire la couronne qui ressemble vraiment à la couronne de Miss France qui part tout en hauteur et qui est un peu étrange. Les grosses bagues aux doigts. Des choses comme ça. Bon, sinon, le personnage en lui-même, son visage et son regard, franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il est assez expressif et qu'il a l'air assez froid comme il est dans le roman, en fait. Les filles, vous avez plutôt apprécié, en tout cas Marie. Oui, bien sûr. Moi, disons qu'il me dérange pas, quoi. Ça va. Bah, je retrouve quand même un peu le côté elfique, quoi. Après, les elfes, ils sont très en apparence, très soigneux. C'est quand même une évolution de la race humaine, donc il fallait s'attendre forcément à avoir quelque chose d'assez clinquant. Par contre, moi je pense que beaucoup de gens ont été déçus aussi parce qu'ils avaient le visuel, je sais pas si vous connaissez le jeu, la bataille pour la Terre du Milieu, et en fait on avait un visuel déjà de Thranduil, et je pense que les gens sont vachement fixés à ce visuel-là. Qui était plus sabre. Bah en fait il était beaucoup plus en armure argentée, ressemblait beaucoup à Glorfindel, et c'est vrai que de là voir presque un personnage un peu trop extravagant, parce que déjà sa couronne elle l'est vraiment, il a des grosses bagues partout, il a un truc vraiment très saillant, on dirait que c'est avec des paillettes, donc... Moi, il me fait beaucoup penser à aux diverses adaptations qu'il y a eu de la pièce Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Dedans, il y a Titania, la reine des fées, et son mari Oberon. Et justement, toute cette extravagance au niveau des couleurs et de la forme de la couronne et tout ça, ça me rappelle vraiment Oberon et je trouve qu'il est magnifique, quoi. Il est vraiment impressionnant. Donc moi, je suis complètement convaincue. C'est peut-être une tenue d'apparat en fait, c'est peut-être celle qu'il utilise justement pour recevoir les étrangers ou les invités. Quand on voit les bagues, quand on voit tous les ornements, quand on voit ce costume assez clinquant et la couronne en elle-même, bien sûr, on ne pense pas qu'il va avoir ça sur la tête le jour où il va falloir qu'il aille sur le terrain pour un petit peu zigouiller de l'orque ou du gobelin. Tout comme nous, la toile s'est aussi affolée avec la publication de plusieurs caricatures, dont une que nous avons postée sur Tolkien Ring.
Bah, sinon, on peut un peu parler aussi du caractère du personnage de Thranduil, parce que on a eu un descriptif ces derniers jours, et on voit vraiment que les gens qui connaissaient vraiment les elfes pour ce côté vraiment gentil, assez froid et autres, là, ça va vraiment être une belle pourriture, hein, Thranduil. Donc, Thranduil, en fait, apparemment, il est déjà bon. Il porte pas les nains dans son cœur. Bon, ça, c'est par rapport à l'incident qu'il y a eu avec le roi Tingle, que je détaille dans un de nos articles. Donc, Tingle, c'est le père de Lúthien, donc le personnage dont on entend parler dans Seigneur des Anneaux, donc qui a été assassiné par les nains. Donc, il y a une grande inimitié entre les nains et les elfes de ce côté-là. Il vit isolé du monde, donc en dehors des nains, il apprécie pas non plus trop la compagnie des humains, etc. On a parlé un temps d'un conflit entre Legolas et Thranduil. Certaines personnes ont pensé à un conflit physique, donc un combat entre les deux, on va dire entre guillemets, ou plutôt quelque chose, une joute verbale. Mais en fait, moi je pense personnellement que Legolas, contrairement à son père, est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... Mais ils n'ont pas du tout le même caractère, ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Donc Legolas en fait se rend compte que le mal qui rôde à l'extérieur commence peu un peu à s'insinuer dans la forêt de Mirkwood, et à mon avis le conflit avec son père vient du fait qu'il incite à venir en aide aux humains et à peut-être participer à la bataille des 5 armées. Juste un petit truc concernant sa couronne de feuilles. Alors Peter Jackson a été assez fidèle au livre, puisque Tolkien a dit, je cite, « un roi Sylvestre qui portait une couronne de feuilles ». Après, c'est plus dans la forme, hein, parce que bon, on peut faire une couronne. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé le design de la couronne. Bon, après, c'est subjectif. Hein. Moi, personnellement, ça m'a un peu rappelé la reine dans Disney. Bon, ça n'a pas grand rapport. Maléfique. Voilà. Donc autrement, nous avons pu avoir le premier visuel de Toriel qui est sorti sur la boîte de produits dérivés consacrée à Toriel et Legolas. Et donc le premier visuel de Evangeline Lilly en elfe nous confirme bien que c'était elle, ou plutôt sa cascadeuse, que nous avions vu dans le vlog 8, si je ne me trompe pas. Encore un peu petite cette image et de mauvaise qualité pour donner un avis précis. On aura sûrement un visuel de Toriel dans les mois à venir. Petite précision peut-être par rapport à Legolas, qu'on voit en fait porter une tenue complètement différente de celle qu'on le voit porter justement dans le vlog numéro 8, qui ressemble, qui est une vraie armure cette fois-ci avec un plastron, une cotte de maille, etc. et qui serait plus, je pense, l'armure qu'il porte à la bataille des 5 armées. Ensuite, maintenant, nous allons venir au sujet sensible du dernier vlog. En fait, si vous voulez, le vlog numéro 8 qui était sorti au mois de juillet sur la page de Facebook de Peter Jackson a été traduit et publié sur Allociné. Et il s'agissait en fait d'un vlog alternatif, en fait, c'est-à-dire que c'était le vlog 8 mais avec des scènes supplémentaires. Nous avions par exemple le trésor de Smaug, nous avions Bifur qui subissait une avalanche de poissons, nous avions un visuel d'Esgarod, de Bard et du maître du lac. Et en fait, à première vue, vu ce qu'on a vu et vu le descriptif qui a été donné de ce qui avait été justement de la version du vlog 8 qui avait été diffusée à la Comic-Con, il s'agirait vraiment justement de ce qui a été diffusé à la Comic-Con. Donc alors, comme disait Simien David, en fait, cette vidéo qui a été postée d'abord en priorité sur Allociné, ça a vraiment été un gros cafouillis de la part de la Warner, parce qu'en fait, c'est des images qui ne devaient pas être diffusées au grand public. C'est, comme il l'a dit, c'était vraiment réservé à la Comic-Con. Donc c'est vrai que dans cette journée-là, c'était un petit peu un vent de panique, parce que nous, on l'a posté sur notre site Tolkien Dream, etc. Donc on a eu un message de leur part pour nous dire de la supprimer, et c'est vrai que c'était vraiment le gros bordel. Donc, ça, c'est clairement des extraits de l'épisode 2. Donc ça aurait pas pu ça avant 2013. Quoi. Comme quoi que la Warner a une grosse frayeur avec cette vidéo. Nous allons maintenant passer au vif du sujet, en fait, rentrer dans le vif du sujet et parler de l'analyse du trailer numéro 2. Donc, à savoir que le trailer s'ouvre sur un plan de la forêt de Mirkwood, et au loin on peut apercevoir une forteresse à moitié dévastée en ruine, qui à mon avis n'est autre que Dol Guldur. Dol Guldur en fait, où on a appris dans un article récent en fait, qui vient d'un site allemand, que Bolg superviserait les tortures. Donc Bolg, dont on a eu un visuel très très récemment, d'ailleurs ce matin. Donc juste un petit descriptif rapide du personnage, à savoir en fait qu'il supervise les tortures, qu'il porte une armure qui est recouverte d'eau, donc les os de ses victimes, et justement peint avec le sang de ses victimes. Alors moi j'avais juste une petite idée qui m'était venue par la tête. Je me suis dit que vu que Bolg en fait supervisait les tortures, il aura certainement participé à la torture du père de Thorin, à savoir Thrain, qui est détenu captif dans Dol Guldur, je vous le rappelle, on le voyait dans le trailer, et donc ce qui
qui expliquerait éventuellement la haine farouche que Thorin éprouve envers Bolg. Ouais, c'est vrai que ça prendrait la continuité un peu de la vendetta qu'il y a entre les nains et les orques. Donc c'est assez intéressant, quoi. Par contre, c'est vrai que le visuel, c'est assez étrange de voir quand même un orc avec une barbe rousse. C'est étrange. Mais bon, ça a l'air de correspondre, en tout cas au niveau du casque, avec des genres de cornes, au visuel qu'on avait vu dans, même si c'est un peu différent quand même, au visuel qu'on avait vu dans Guardian of Middle-earth. L'aspect un peu chaman, avec des peaux de bêtes, des os, etc. Donc, Bon, par contre, on voit que le personnage, ce sera un gros bourrin parce qu'il est armé d'une masse et de 2 machettes. Oui, Ça pour se tranché, défendre avec le sang de ses ennemis, faut être un petit peu bourrin quand même. Bon, un orc, c'est pas connu pour sa finesse au niveau du combat, donc... Il faudra qu'il aille faire un tour chez Tranduil. Sur le visuel, personnellement, on le voit à côté de Gandalf. Moi, je m'imaginais encore, en tout cas pour Bolg et Azog, qui sont décrits comme vraiment des orques énormes. Je l'imaginais encore beaucoup plus grand, on va dire, entre guillemets. Moi, concernant Bolg, je trouve qu'il y a une ressemblance avec le personnage de Street Fighter qui est Blanka. Peut-être pas sous. Il est pas de la même couleur, mais il a le visage très pâle, il est très marqué, les yeux rouges, et puis comme a dit David, avec des cicatrices un peu de partout sur le visage. Maintenant, attendons de voir le film, hein, toujours pareil. Donc la Weta des grands joueurs de Street Fighter. En tout cas, les news qu'on a eues qui venaient de RDRing ou de sffan.de en fait semblent se confirmer par rapport au visuel qu'on a, et d'ailleurs on parlera un peu plus tard d'un autre personnage qui a été cité, donc ça a l'air d'être plausible. On n'est pas dans le bruit de couloir, on va dire, entre guillemets. Toujours en parlant de Dol Guldur, on peut apercevoir ce que je pense être l'intérieur de Dol Guldur. Donc on voit Gandalf en train de courir dans un tunnel assez étroit et déboucher sur un précipice. Ça correspond bien à la scène qui avait été décrite pendant la Comic-Con où en fait Gandalf est poursuivi par Thrain, et ça va enchaîner directement en fait sur le combat Thrain-Gandalf qu'on voit dans le trailer numéro 1. Et en fait, cette scène-là, on a pu le voir dans le trailer numéro 1, le moment où on voit que Gandalf est en train de longer un mur. Donc pour revenir sur Gandalf à Dol Guldur, moi j'ai comparé entre les deux trailers, et dans le premier trailer on voit Gandalf qui tient son bâton de la main gauche et une épée de la main droite, et dans le deuxième trailer on a pu remarquer que Gandalf n'avait pas d'épée. Donc est-ce qu'il a perdu entre temps dans un combat ou autre? Voilà. Après, en fait, il y a plusieurs moments en fait où Gandalf explore Dol Guldur, et donc un moment où il n'a pas du tout trouvé encore Glamdring. Donc les deux scènes peuvent être à des moments différents de l'histoire. Nous allons maintenant en venir en fait à Cul-de-sac. Donc Quentin, je te laisse donner tes premières impressions. Bah moi personnellement, Cul-de-sac j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment, enfin c'est vachement fidèle de toute façon à ce que Tolkien avait écrit. On a les mêmes mises en scène, les mêmes répliques, même le texte narratif de Bilbo le Hobbit est dit par Bilbo à un moment, surtout dans le trailer 2. Dans l'extrait, donc on le voit s'évanouir, donc ça a fait polémique, mais dans le bouquin il s'évanouit aussi. Hein. Là-dessus c'est vraiment presque copier-coller du bouquin, donc enfin moi ça me pose aucun souci de ce point de vue-là. De toute façon, on sait d'avance que Bilbo le Hobbit sera beaucoup plus léger que le Seigneur des Anneaux l'a été. Julie, tu avais quelque chose à remarquer à faire? C'est par rapport, oui, je suis ok qu'il s'évanouit, c'est bien dans le livre, mais c'est sa façon de faire qui est un peu surjouée. Enfin, vraiment, c'est une comédie, quoi. Je pense, Julie, qu'il y a le côté justement acteur anglais de Martin Freeman qui a été mis en avant. Le fait d'avoir du gros comique bien grotesque peut aussi faire rire. Donc je pense que voilà, ils ont voulu exploiter ce côté-là, English. Ouais, je pense que c'est difficile aussi de jouer ce genre de scène sans le faire de façon exagérée ou grotesque, parce que même le dialogue, quand il dit « je suis foudroyé », etc. dans le bouquin, c'est quand même spécial, quoi. Donc on peut pas, je pense pas qu'on arrive à jouer ça de façon naturelle, entre guillemets. Je pense que c'est très difficile, à mon avis. Je pense que Martin Freeman va être la nouvelle Marion Cotillard. Non, je pense que... Mais non, c'est voulu. Je pense que c'est vraiment voulu, hein, comme style. Oui, tout à fait. C'est pour l'atmosphère plus enfantine, je pense, ce côté-là. Ça doit être ça, en fait. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le coup de boule de Dwalin. Ça super parce qu'au début, ils se prennent dans les bras, vraiment style ah, mon frère. Par contre, bizarrement, le bruit qui accompagne le coup de boule est bizarre. Hein. Ça fait un petit bruit de noix vide. Ça se demandait s'il y en a un qui a la tête creuse ou pas, quoi. Hein, donc, dans cette scène, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'ils ont respecté le bouquin énormément. Il y a les instruments de musique, ça va vraiment être une scène. Il manque plus que les ronds de fumée.
Ouais. Parce qu'ils seront aussi, ils ont aussi beaucoup des pipes. C'est vraiment la scène qui est vraiment parfaite. Sinon, pour en revenir justement à la partie nain, en fait, toujours dans l'article allemand de Herr der Ring, en fait, on avait un descriptif complet en fait de tous les nains. À savoir que franchement, dans le roman, les nains sont très peu décrits, hormis la couleur de leurs cheveux pour certains, la couleur de leurs vêtements, etc. Et là, on a pu voir que dans la version de Peter Jackson, chaque nain avait un background et un caractère bien particulier. Et je voulais dans le livre, il y en a qui parlent même pas. Hein. Il y a 2-3 nains dans le livre, ils disent même pas une phrase. Je voulais justement revenir en fait sur les personnages de Bifur, Glowin et Nori. Donc Bifur, en fait, on nous avait dit récemment, il y avait un petit bruit de couloir plutôt intéressant, comme quoi le personnage ne s'exprimerait que en Khuzdul. Ça plaisait beaucoup à Florian cette hypothèse, Florian Donzalaz. Hein. Et le truc, c'est qu'en fait, là, dans la news qu'on a eue récemment, on nous dit finalement qu'il s'exprimera par geste. Donc, quelle hypothèse est vraie? Est-ce que finalement, il va parler quand même en Khuzdul de temps en temps? Moi, j'aimerais bien que la partie Khuzdul soit conservée. On a pu voir déjà dans la première bande-annonce, quand Gandalf faisait la présentation des nains, que justement, quand on arrive sur lui, il fait une espèce de geste avec son avant-bras, comme s'il voulait justement parler. Donc, pour l'instant, la suspicion du fait qu'il ne s'exprime qu'en geste est plutôt appuyée par cet extrait-là. Après, le Khuzdul, peut-être. Il y a un autre truc qui contredit ça, c'est justement l'acteur qui va jouer Bifur, en fait, William Kircher, si je dis pas de bêtises, dans le 3e vlog, en fait, donnait une réplique en Khuzdul. Donc, je pense pas qu'il a appris le langage pour rien. Film où la hache va lui être enlevée de son petit crâne et que ça va remettre certaines choses en place, mais pas complètement. Possible. Il va peut-être y avoir un mix des deux, tout simplement. Voilà, peut-être le geste et quelques mots en Khuzdul parce qu'il n'arrive pas à faire plus. Donc, ensuite, après, moi je pense qu'il peut parler Khuzdul, mais par exemple, Bilbo ne comprendra pas, donc il faudra qu'il s'exprime autrement, donc avec le langage de signes. Ensuite, je voulais revenir rapidement sur le personnage de Glowin. En fait, donc toujours dans ce descriptif, on nous parle de Glowin, qui est le seul nain de la compagnie qui est marié. C'est le père de Gimli, hein, pour rappel. Et on nous décrit rapidement sa femme comme parmi le peuple nain, une belle femme et qui a une barbe très fine. Alors, le truc, c'est que justement, on avait vu dans le trailer numéro 1, sur un petit portrait, et dans le vlog numéro 5 ou 6, à confirmer le plan de ce qu'on avait supposé être une femme nain. Donc, il semble confirmer éventuellement qu'on aurait peut-être un petit visuel des femmes nains, et ça permettrait en fait de développer un peu ce thème un peu méconnu et très peu développé par Tolkien. Ça rappellera aussi dans la version longue du Seigneur des Anneaux, où Gimli parle justement des femmes avec la barbe. Tout à fait. C'est vrai. Il y avait une autre petite chose, pour parler là, cette fois-ci, c'est Nori, en fait. On nous précise, en fait, qu'il accepte tout de suite de partir avec la compagnie, comme s'il fuyait, en fait, des problèmes personnels. Or, on nous avait expliqué dans les blogs précédents, en fait, qu'il était kleptomane. Donc, il a peut-être des problèmes avec la justice et il a envie de s'enfuir au plus vite, malgré le danger qu'il attend à la montagne solitaire. Ah, c'est vraiment un bad guy. Tout à fait. Donc comme vous disiez, pour le coup de boule, en fait, c'est carrément en fait un clin d'œil si vous avez vu les bonus du Seigneur des Anneaux. En fait, Viggo Mortensen et Salah s'amusaient à se donner des coups de tête, donc c'est vraiment un petit clin d'œil sympa pour ceux qui connaissent. Et même apparemment, c'était pour la toute dernière scène qu'il avait tournée. Toute l'équipe des cascadeurs était là pour le féliciter. Ils l'ont tous salué avec un coup de boule. Et apparemment, il avait un sacré œuf de pigeon sur le crâne. Et le lendemain, je crois qu'ils avaient une cérémonie ou un dîner de fête pour terminer le tournage. Et ils se sont dit heureusement qu'il n'y avait pas de scène à tourner ce jour-là parce que c'était impossible pour lui. Nous allons maintenant en venir à une scène emblématique de Bilbo, à savoir la scène des trolls. Adrien, je te laisse introduire le sujet. Oui, donc moi je vais vous parler de la scène des trolls qu'on voit dans la bande-annonce. J'ai cherché à analyser donc tous les détails qu'on pouvait apercevoir dans cette scène-là. Et dans la première scène, on voit Bilbo au milieu des trolls et on peut apercevoir derrière un rocher en fait qui n'est d'autre que le rocher où Gandalf va faire son apparition. Donc en parlant de ce rocher, Gandalf va briser le rocher et non faire apparaître la lumière par magie comme c'était mentionné dans un ancien podcast. Il faut dire aussi que le plan était incomplet par rapport à... Voilà, je pense qu'ils avaient fait dans le premier trailer un arrêt sur image au moment où Gandalf tape le rocher avec son bâton et qu'après ils avaient fait venir la lumière par-dessus. Alors que là, on voit très nettement le rocher qui se brise en fait et la lumière qui apparaît au milieu. Et d'ailleurs, dans cette scène-là, on peut voir que derrière les trolls, on peut voir leur futur repas. Parce qu'on voit les poneys qui doivent sûrement être à la compagnie. Et ce qui renforce le côté justement humain des trolls, parce qu'il y a un enclos donc avec les poneys derrière.
Donc les trolls sont suffisamment intelligents pour faire des enclos. Alors maintenant, je vais venir sur l'apparence des trolls. Donc dans la bande-annonce, on voit très nettement qu'ils sont différents de ceux qui étaient présentés à la Comic-Con, et plus particulièrement donc le troll qui attrape Bilbo, qui doit être William, il me semble. Voilà, donc dans la Comic-Con, on voyait qu'il avait très nettement donc, des cheveux sur la tête. En général, les cheveux sont sur la tête, oui, et une barbe. Et là, dans l'extrait de la bande-annonce, il n'a pas de poils. Voilà, donc il ressemble plus au troll des cavernes qu'on avait vu dans la communauté de l'anneau. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Même au niveau du nez, moi j'avais remarqué le nez beaucoup plus aplati, on dirait limite. On reconnaît la partie plutôt naso que nez du troll de la Moria, on va dire, entre guillemets. Et à un moment donné, on peut... les trolls on arrive quand même à manger des hobbits ou des nains ou tout ce qui peut passer d'humanoïdes. On peut pas non plus imaginer qu'ils aient trop un aspect justement humain et intelligent. Il faut qu'ils aient gardé ce côté bestial pour pouvoir accepter en tant que spectateur que ce soit des créatures assez intelligentes pour pouvoir communiquer, mais rester quand même assez bestiales pour pouvoir bouffer du nain ou de l'homme ou même de l'elfe si jamais ils arrivent à en attraper un. Après, je pense qu'ils auront quand même cheveux et barbe, mais c'est juste qu'on la verra moins, elle sera beaucoup plus légère. Dans l'obscurité, c'est des plans très rapides. Avec les lumières, etc. Ouais, c'est clair. Et j'aimerais juste rajouter une petite chose. À un moment donné, on peut voir un troll qui est en train de menacer Bilbo, et on voit qu'il pointe avec un couteau. Donc, et on peut voir un autre troll qui a l'air d'avoir, je sais pas vous, moi j'ai l'impression que c'est une sorte de masse. Moi je pensais plutôt à une cuillère en bois par rapport à la marmite justement. Ça laisse plus d'être les couverts des trolls dont ils se servent comme armes que vraiment des armes, quoi. Nous avons ensuite droit à des plans de Imladris, aka fond de combe. En fait, on peut se rendre compte en fait que tout a été fait entièrement en image de synthèse. Peter Jackson a complètement abandonné les maxitures, donc à savoir les miniatures de grande taille, on va dire entre guillemets, les maquettes. Moi, je trouve que ça contribue un peu à l'aspect féerique, intemporel des lieux, alors que certaines personnes en fait ont parlé de quelque chose de trop lisse, trop parfait, etc. Donc, notamment, à l'Imladris, on peut aussi apercevoir le fameux Conseil Blanc qui se tiendra en même temps que le séjour de la compagnie donc à fond de combe. Alors oui, comme tu disais si bien David, on peut voir le Conseil Blanc. Donc si vous voyez un moment, il y a un panoramique de Imladris, et si vous regardez tout en haut à droite, en fait il y a une sorte de petite montagne qui remonte, et on peut voir que le Conseil Blanc se passera en hauteur. Donc voilà. D'ailleurs, fin août, on avait eu une image justement du Conseil Blanc, donc, qui montrait... Gandalf, Elrond, Galadriel et Saruman. Pour la première fois, on avait eu un aperçu de Saruman dans Bilbo. Et Radagast n'était pas présent. Donc ça a beaucoup fait jaser, beaucoup de personnes l'attendaient. Mais en fin de compte, après avoir fait des recherches dans le Silmarillion et les contes et légendes inachevées, on a pu voir que Radagast, d'après Tolkien, ne participait pas au Conseil Blanc. Disons qu'il n'y a rien qui ne confirme sa présence. Tout ça, c'est que du peut-être. Donc du coup, voilà l'idée, quoi. Peter Radagast participe indirectement au Conseil Blanc. En fait, c'est plus un espion, en fait, vu qu'il habite en bordure de Mirkwood. C'est lui qui avertit le Conseil Blanc de la venue. Voilà, mais il n'est pas dans la réunion. Enfin, voilà, c'est Christopher Tolkien qui avait émis l'hypothèse que Radagast pouvait participer au Conseil. C'est voilà, ça, le problème, je crois, c'est que Tolkien, vu qu'il est mort avant d'avoir pu compléter son œuvre, il y a beaucoup d'interprétations en fonction des livres. En fait, on n'a pas les mêmes versions, donc ça peut être un peu le cafouillis dans les têtes des fans, on va dire, entre guillemets. Dans la partie Les Anneaux de Pouvoir et le troisième âge du Silmarillion, il est dit, comme l'a dit Marie, que dans le premier conseil, Elrond, Galadriel, Círdan, d'autres princes des Eldar ainsi que Gandalf et Saruman étaient présents. Donc Radagast, pour la présence de Radagast, ce n'était pas sûr. Il y avait un doute qui planait, donc c'est pour ça que c'était soumis à l'interprétation. Par contre, la présence de Celeborn est peut-être envisageable, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le magazine Film Spécial qui a parlé de la présence probable de Martin Xhorkas, donc qui joue Celeborn. Voilà. Après, le Conseil Blanc, c'est un peu un aspect pur de sainteté, etc. Et vu l'apparence de Radagast, qui est assez, voilà quoi. Ouais, mais les apparences, l'habit ne fait pas le moine. Et puis bon, de toute façon, je veux dire, c'est les grands de ce monde en fait qui sont réunis au Conseil Blanc, à savoir les Istari, puis les seigneurs elfes, notamment les hauts elfes, donc Galadriel, Elrond, etc. Et pour rebondir sur Imladris, donc toujours dans le trailer, à un moment on peut voir, y a Thorin, Elrond et Gandalf et Balin sur le côté, qui sont dans un endroit spécial qu'on n'avait jamais vu avant. Et en fait, ça a l'air de ressembler à l'endroit où ils vont regarder la carte,
Donc j'ai regardé à peu près parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question où le lieu pouvait se situer. Et si vous regardez attentivement, on peut voir qu'autour de ce lieu, il y a des sortes de cascades. Et vraiment où il y a des genres de cascades comme ça, c'est dans la partie où il y a le Conseil Blanc, donc je pense que ça se situera à cet endroit-là. Voilà. Et sinon, pour en revenir justement à la fameuse pièce où on voit Elrond, Gandalf et Thorin notamment, qui sont autour d'une table qui me rappelle vaguement le design du repère de Superman. Moi, j'ai pensé notamment justement à l'interprétation de la carte, parce qu'en fait, ça se passe de nuit, on voit le reflet bleu de la lune sur le décor. Donc, pour rappel, sur la carte, en fait, il y a des runes qui ne peuvent être lues qu'à la lumière de la lune et d'une certaine lune, on va dire entre guillemets. Donc à mon avis, c'est le moment où se passera cette scène et ils ont voulu donner un aspect un peu plus spectaculaire, grandiose, etc. Voilà, à ce passage. Pour enchaîner sur Radagast, en fait, on avait eu des rumeurs un peu douteuses jusqu'à maintenant qui présentaient le personnage comme loufoque, complètement barré, ce qui correspondrait pas vraiment tout à fait à la description qu'en faisait Tolkien, même si elle est assez succincte dans les différents romans. On nous parlait notamment aussi d'un traîneau tracté par des lapins, et on espérait jusqu'au bout en fait que ces rumeurs soient infondées, on va dire entre guillemets. Concernant Radagast, donc on a eu des premiers visuels. Je te laisse en parler, Julie. Le mois dernier, on avait donc un calendrier qui était diffusé sur Internet où on voyait une petite image de Radagast. Ce qui était assez surprenant, c'était le chapeau, qui est un peu particulier. Moi, personnellement, quand j'ai vu le visuel, j'ai plutôt pensé à un pirate de Pirates des Caraïbes plutôt qu'un magicien. Faut dire que l'interprétation était un peu difficile parce que c'était mi-dessiné, mi-photo. Je veux dire, et ça fait un peu illustration quand même. Même les couleurs étaient étranges, on va dire, entre guillemets. Donc un petit peu avant, on avait eu un visuel de Radagast, donc qui montrait un personnage qui avait l'air vraiment tout triste, comme disait Taïeb tout à l'heure, un peu dépressif. Et c'est vrai que moi je le trouve en finale pas si mal parce que les gens critiquent, bon après je verrai vos avis, mais je trouve qu'en fin de compte ils ont vraiment essayé de se marquer de Gandalf parce que c'est vrai que dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui ont un visuel de Radagast qu'on peut voir sur internet, et moi franchement d'avoir un Gandalf je trouve ça pas très intéressant. Je pense que là on voit vraiment le créneau de Bilbo, c'est vraiment avoir beaucoup de personnages très différents qui ont chacun leurs petites caractéristiques, et là Radagast il se démarque vraiment de Gandalf. Donc... Personnellement, Radagast correspond un peu à l'idée que je me faisais. Après tout, même s'il est puissant, il n'est pas obligé de se montrer physiquement sa puissance, et comme c'est en plus vu le milieu où il habite, je vois pas l'intérêt de porter de beaux vêtements. Et franchement, moi, ça correspondait à quelqu'un de simple. Moi, franchement, ouais, il est simple et modeste, et moi je trouvais que ça lui correspondait très bien. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que j'en avais déjà parlé, mais en fait, et je pense que tu t'y connais un petit peu aussi, moi ça me fait penser à Merlin, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le magicien qui se retire du monde, qui vit dans la forêt, qui est pris pour un fou, mais aussi pour un sage, qui n'a pas besoin de vêtements magnifiques pour être puissant. C'est exactement ça. C'est vrai que là on peut voir aussi le côté que Peter Jackson fait jouer sur les trois Istari, c'est-à-dire que Saruman a plus l'image d'un sorcier enfermé dans sa tour, Gandalf plus d'un magicien qui parcourt le monde, et Radagast plus l'image d'une espèce de druide en fait, qui vit un peu dans la forêt et qui s'occupe des animaux en fait. Moi, il y a juste le chapeau que j'ai de la peine. C'est vrai que son look, je le trouve quand même bien réussi. Effectivement, cet aspect ermite avec la barbe qui est quand même assez deg, les cheveux, tout. Dans Le Seigneur des Anneaux, livre 2, chapitre 2, alors Tolkien a dit « Radagast est un digne magicien », donc une personne convenable, conforme, qui en quelque sorte témoigne du respect. Là, vu son apparence, convenable, dans son conforme, attitude, je crois. Peut-être pas dans son... Après, comme tu l'as dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais pour l'instant, à première vue, et vu son caractère, le peu qu'on a vu dans le trailer, convenable, conforme, je pense pas que ces deux adjectifs peuvent le caractériser, quoi. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'un simple capuchon, vous prenez à la place de ce chapeau bizarre là, un simple capuchon ça aurait été. Ça me paraissait beaucoup par rapport au chapeau justement. Ouais, je suis pas sûre que... Enfin, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je trouve vraiment que ces deux bords qui sont relevés et qui retombent sur les côtés, ça me fait vraiment penser à une similitude avec les oreilles de ces lièvres, quoi. Alors en fait, il a peut-être simplement un lièvre sur la tête. Non, moi je suis d'accord avec Marie, parce que quand on fait vraiment un arrêt sur image, on distingue bien le contour de l'oreille et puis l'intérieur de l'oreille, quoi. Avec toutes les parties. Donc oui. Pour en revenir à ce que disait Louis tout à l'heure sur les Istari, donc toujours par rapport à l'article qu'il y avait eu sur Ring, en fait, justement on parle de Saruman et on parle des mages bleus et de l'arrivée des Istari en Terre des Milieux. Donc est-ce
est-ce que ça peut signifier éventuellement qu'on aurait un petit flashback avec l'arrivée des Istari en Terre du Milieu dans Bilbo le Hobbit? Moi j'aimerais bien, et notamment un petit truc pour expliquer ce qu'ont fait les mages bleus, on va dire entre guillemets. Ça va peut-être faire un peu trop, non? Bah, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Julie, parce que ça voudrait dire remettre 2 nouveaux personnages. On n'entend Il y a plus plus jamais d'argent, parler là. après, quoi. Bah, niveau mage bleu, les Itrinuits, comme on les appelle, on sait juste qu'ils sont arrivés en Terre du Milieu et qu'ils sont partis dans l'Est. Donc c'est assez flou, Tolkien ne nous a pas précisé exactement ce qu'ils ont fait. Donc inventer quelque chose, je pense que ça serait assez désolant pour les puristes. Donc moi pour en revenir à mon avis pur et dur sur Radagast, je trouve en fait que, je sais pas si c'est le fait d'avoir été préparé psychologiquement depuis quelques mois avec tous les bruits de couloir qu'il y a eu, mais finalement oui justement quand je l'ai vu j'ai pas été plus choqué que ça en fait. J'ai trouvé le personnage plutôt potentiellement sympathique. Bah, voilà. en fait, comme c'est un concept un peu original par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le Seigneur des Anneaux, en fait, bon, alors là, il paraît un peu étranger à tout ça, mais bon, après, au bout de 3 films de Bilbo le Hobbit, il sera parfaitement intégré dans dans l'image qu'on se fait de Bilbo le Hobbit, donc ça, je pense qu'il faut pas se faire d'inquiétude là-dessus. Hein. Donc justement, en parlant de Radagast, moi je parlais de digérer les news, etc. Mais moi ce qui passe toujours pas, c'est le lapin et ses traîneaux. Et je voulais justement savoir quel est votre avis là-dessus. Moi je trouve ça narguesque. Personnellement, je trouve ça bizarre de naviguer un traîneau dans une forêt, ça doit pas être très praticable. Donc c'est assez étonnant. C'est du tout-terrain, Julie. Du TTT, du traîneau tout-terrain. Moi, c'est le choix. Le traîneau en lui-même me gêne pas plus que ça, c'est plutôt le choix des montures. J'aurais préféré genre des loups, des choses comme ça, plutôt que des lapins géants. C'est sûr que là, ça fait vraiment un conte fantastique là. Bien, on s'inquiétait en fait de se dire comment ils vont tourner la scène de Beorn avec des personnages qui servent à table, etc. Ça risque d'être un peu ridicule. Et là, eux, ils ont rajouté une couche avec les lapins qui tirent le traîneau qui ne sont pas dans le roman. La scène de Beorn sera encore plus, d'après moi, ridicule. Les magiciens, ils sont très, très dignes, etc. Et lui, justement, il va apporter ce contraste-là et ça va surtout plaire aux enfants, à mon avis. Alors, lors du descriptif, en fait, de ce qui avait été visionné à la Comic-Con, en fait, on nous avait parlé de rongeurs, plutôt même de hérissons, en fait, qui étaient les familiers de Radagast. Donc, on peut les apercevoir dans ce trailer, en fait. Et bon, moi, ce hérisson, bon, pour rigoler un peu, en fait, me fait penser au hérisson de la pub de Spontex, tout en image de synthèse. Et on avait des petites divergences par rapport à ce qu'est en train de faire en fait Radagast avec ce hérisson. Moi j'ai l'impression qu'il est qu'il rentre en communication avec lui. Je dis ça par rapport au fait en fait qu'il pointe ses doigts sur le front du hérisson et qu'il annonce que le mal est de retour, etc. A dark power has found a way back into the world. Je pense que c'est plus un rituel pour guérir le hérisson parce qu'on voit que la bête souffre et vu que justement Radagast est l'ami des bêtes, il va pas la faire souffrir volontairement. Donc vu que justement le mal s'introduit dans Mirkwood, s'étend dans Mirkwood, eh bien je pense que c'est plus un... Ça symbolise le mal que l'animal a. Voilà, il le soigne. Le truc que je m'imaginais en fait, c'est un peu. Donc on nous disait par exemple dans un autre article il y a pas mal de temps que Radagast pouvait être l'interprète des oiseaux. Donc moi au sens large, je pense qu'il pourrait être l'interprète des animaux en général, pardon. Et qu'en fait, vu que les animaux de la forêt la sillonnent, donc c'est un peu ses espions et qui viennent lui ramener lui rapporter des éléments. Et le fait que le hérisson soit mal en point, c'est justement peut-être qu'il s'est approché de Dol Guldur et il y a une atmosphère nauséabonde, etc. qui en découle. Et voilà, je pensais plutôt à ça, moi. Bon, après, c'est des hypothèses. C'est possible aussi. Hein. On peut faire les deux. Le Palantir de Radagast. Voilà. Voilà. Le Palantir Spontex. Voilà. Donc sinon, bon, il y a quelque chose un peu plus intéressant. À un moment donné, en fait, on aperçoit, toujours dans cette même scène, en fait, quelque chose qui perce le toit. Et là-dessus, Adrien et Florian, vous aviez des hypothèses très intéressanment. Je vous laisse les développer. Avec Florian, on avait pensé que c'était des araignées. Pour plusieurs raisons. Quand on fait un arrêt sur image, on distingue bien un moment le corps de l'araignée avec les plusieurs pattes. Et au niveau de la fenêtre aussi, qui est sur la gauche, on distingue aussi 2 araignées. Donc une qui est en train de monter sur le toit et une autre qui est en bas. Et vraiment, à un moment, quand on fait vraiment un arrêt sur image, on retrouve exactement la même patte que la patte de Shelob dans Le Retour du Roi. Voilà, donc pour moi c'est des araignées. Et puis quelle autre créature représenterait le mal dans Mirkwood, à part les araignées? Voilà. C'est vrai.
Bon, il y avait eu d'autres hypothèses, hein. Il y en avait certains il y avait eu des rumeurs comme quoi que certains disaient que ça pouvait peut-être être une racine. Je crois que c'était toi, David. Moi, c'était au tout Non. début, mais bon, vous m'avez convaincu. En gros, j'explique vite fait mon raisonnement. Moi, je pensais, dans Dol Guldur, on voit souvent des ronces avec des gens de grandes racines. Et moi, je pensais, en fait, vu que le mal s'étendait à travers Mirkwood, les racines qui traversaient la demeure donc Rosgobel, la demeure de Radagast, représentaient le mal qui s'étendait. Mais c'est vrai qu'en regardant de très près, et par rapport à ce que vous avez pu me montrer avec les arrêts sur image, il s'agit effectivement des araignées, on voit des abdomens, on voit des pattes, etc. Donc le doute n'est pas vraiment permis, on va dire. Donc si vous voulez, les araignées, ça pourrait être plus ou moins lié directement aux nécromanciens, c'est pour le coup. Et cette idée du mal qui s'étend, il se propagerait non pas via des racines, comme je pouvais le penser, mais via les araignées, par exemple. Vous pensez qu'on verra Radagast combattre? Peut-être contre les araignées. Peut-être C'est lors de possible, la oui. Je pense pas qu'il va se laisser faire. Ouais, voilà, c'est ça, et ce serait une bonne raison de montrer son côté. Ou alors de ces lapins vont puissance. prendre sa défense. Les lapins vont attaquer les araignées. On aura un combat lapin-araignée. Il va balancer des hérissons. Monstrueux. Attention. Alors nous avons eu à plusieurs fois l'occasion en fait d'apercevoir l'ascension des monts brumeux par les nains, notamment dans le dernier vlog avec la présence des géants de pierre. Et notamment par rapport à ce passage, Florian, tu avais une remarque assez pertinente. C'est vrai qu'alors dans cette nouvelle bande-annonce, aux alentours d'1 minute, il y a je trouve un des plus beaux plans de la bande-annonce où on voit Bifur au premier plan avec les montagnes derrière. Et là en fait on voit bien qu'ils n'ont pas leur poney. On voit aussi que quand ils arrivent à Foncombe, en fait ils n'ont pas leur poney non plus. Donc je pense qu'ils ont voulu réserver un sort différent à ces chers poneys dans le film. Je pense qu'il semblerait qu'ils vont pas plus loin que le passage des trolls en fait. Ils servent de repas aux trolls. Bah écoute, au lieu de servir de repas aux gobelins, je pense Mais visiblement, ils vont pas plus loin que le passage des trolls parce qu'ils arrivent à Foncombe sans poney aussi. C'est vrai qu'honnêtement, quand on voit la configuration des monts brumeux, notamment dans la scène du trailer, avec des corniches très étroites où en largeur il n'y a qu'un nain qui peut tenir, on voit mal comment un poney pourrait se frayer un chemin là-dedans, quoi. Vers la fin du trailer, on peut voir à un moment qu'il y a un géant de pierre qui lance un gros rocher. Et on peut voir sur un plan, on a l'impression que les nains vont être séparés. Donc sûrement soit par le rocher, soit par la chute du géant de pierre qu'on voit à la fin. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça pourrait peut-être rajouter un truc un petit peu pour corser un peu la scène, quoi, voir la compagnie séparée. Voir le lancer des nains. Faut pas oublier que la partie justement avec les géants de pierre sur l'ascension, comme dans le livre c'est indiqué que c'est un orage assez très violent, que Bilbo n'a jamais vu un orage pareil, que les éclairs, le tonnerre sont très impressionnants. Moi je m'attends déjà à une scène très très forte en termes de son. Je pense que les basses vont vibrer durant cette scène, surtout qu'ils sont sur une partie justement escarpée, donc oui, il y aura peut-être une séparation de la compagnie. Je pense que ça va être aussi très visuel, on aura peut-être cet effet de profondeur, alors si on pouvait justement le voir en 48 images par seconde, ce serait encore mieux. Et les géants de pierre qui se balancent joyeusement des énormes rochers à travers la face, ça, j'avoue que j'attends avec impatience. Ils ont vraiment des grands dangers dans cette scène-là. Donc je pense que là, ce sera une partie très importante du film en termes d'action et de suspense, on va dire, pour la compagnie. Pour en revenir, je pense que ça va être un bel exemple de scène qui ne dure que quelques lignes dans le livre et qui va durer, je pense, pas mal de temps à l'écran. Toutes les scènes d'action en général doivent être renforcées au cinéma, c'est l'aspect un peu spectaculaire. Pour en revenir à l'hypothèse de Florian en fait, par rapport à la compagnie qui est séparée, bon moi je me demande bien du coup comment ils vont réussir à se retrouver. Et il y a une deuxième chose en fait, on en parlait avec Adrien hier, par rapport aux géants de pierre, en fait on se demandait si finalement c'était Gandalf qui se battait contre les géants de pierre, parce que c'est le seul à être assez puissant je pense pour se confronter à eux, ou si finalement c'est les géants de pierre qui s'entretuaient entre eux en se balançant des rochers. Au lieu de jouer avec des rochers, si vous voulez, en fait, entre guillemets, ils se battent. Il ne faut pas oublier que dans le bouquin, c'est justement dit qu'ils se les lancent les uns aux autres et que parfois ça vient s'exploser contre une paroi de la montagne, parfois ça tombe au fond de la montagne. Donc je pense plutôt qu'il y en a un qui va avoir qui va recevoir justement un rocher contre lui, qui va justement tomber tout à côté de la compagnie pour donner encore ce côté. Pour toi, ce serait un tirami, Benjamin. Oui, ce serait ça. Oups, excuse-moi, je voulais pas te faire mal. Moi, je pense qu'ils seront effectivement pris là-dedans sans avoir rien demandé, quoi. Parce que pour en revenir à Gandalf, c'était par rapport à la communauté de l'anneau quand il livre le combat à distance avec Saruman au col de Caradhras en fait, où il fait appel au nuage, qu'il invoque entre guillemets les éclairs. Donc
Avec David, on avait dit peut-être que c'est un éclair qui fait tomber le géant de pierre à la fin. Adrien, en fait, tu avais émis une petite hypothèse à un moment par rapport à un plan qu'on peut voir. Je te laisse en parler. Donc on voit un plan avec Bifur et Bilbo qui est très rapide, avec la caméra qui vient droit sur Bilbo. Et quand on fait un arrêt sur image, on voit sur le bras de Bifur donc un petit oiseau. Et après plusieurs analyses, il s'agit en fait d'un oiseau en métal, car on distingue très bien une petite tige qui relie l'oiseau au bras de Bifur. Sinon, pour en revenir à cette scène, moi j'ai pensé que c'était la scène dans le livre en fait où avant que les gobelins arrivent par une faille, attention spoiler bien sûr, avant que les gobelins arrivent pour kidnapper les nains. Donc dans le livre, ce moment il est décrit, donc c'est à ce moment il s'éveille en un horrible sursaut pour s'apercevoir qu'une partie de son rêve était réalité. Voilà, donc là je pense que Bilbo vient de se réveiller et voit les gobelins arriver droit sur lui. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis d'accord avec toi parce que d'ailleurs sur le trailer on voit une sorte de plan qui se rapproche de lui. Il a l'air un petit peu en panique, il est en train de reboucler sa ceinture, il a l'air un peu effrayé. Surtout que tous les nains sont en train de dormir, sauf Bifur. Donc moi Bifur je pensais qu'il était un peu, sans avis négatif, mais un peu autiste en fait dans son monde. En train de jouer avec son petit oiseau, il fait pas forcément attention aux dangers qu'il y a autour de lui. Moi, à mon avis, c'est vrai qu'un temps, Florian, au tout début, avait pensé que ça pouvait être dans le repère des aigles et qu'il s'agissait d'un jeune aigle. Mais bon, par rapport à la taille des aigles classiques et par rapport à la taille de Volatile-là, ça me paraissait pas du tout concordant. En plus, il faut noter le fait qu'il soit mouillé et qu'il soit dans une caverne. Donc c'est vraiment le moment où, en fait, en gros, ils ont échappé au géant de pierre et ils se réfugient dans une caverne. Et en fait, ce petit oiseau en métal peut nous rappeler justement le talent que les nains ont pour l'artisanat et l'orfèvrerie et tout ce qui est mécanique. Vite, on parle qu'ils créent des jouets pour les enfants de Dal, en fait. In a hole in the ground, there lived a hobbit